Camille Laurent fixait l'écran de son ordinateur portable dans son petit appartement d'une grande ville française et avait du mal à croire ce qu'elle voyait. Après 2 ans de solitude depuis son divorce, elle avait enfin trouvé quelqu'un qui répondait à tous ses messages, lui parlait pendant des heures et semblait chercher le véritable amour avec autant de désespoir qu'elle. Adrien Masson, comme il se faisait appeler sur la plateforme de rencontre Elite Connections, était prétendument un homme d'affaires franco-libanais de 45 ans qui dirigeait une entreprise immobilière prospère à Dubaï. L'infirmière de 41 ans n'aurait jamais cru tomber amoureuse de quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré en personne. Mais après 8 mois de communication quotidienne, elle avait l'impression de connaître Adrien depuis toujours. Il comprenait ses angoisses suite au divorce amer avec son ex-mari Thomas, qu'il avait quitté pour une collègue plus jeune après 18 ans de mariage. Adrien écoutait lorsqu'elle parlait de ses rêves, ouvrir un petit café dans le sud de la France ou enfin faire le tour du monde qu'elle avait toujours repoussé. Ce qui attirait particulièrement Camille, c'était l'apparente sincérité d'Adrien concernant sa vie aux Émirats arabes unis. Il lui parlait de la structure sociétale complexe de Dubaï, où des expatriés de plus de 200 nations vivaient et travaillaient. Il décrivait les défis de faire des affaires dans un pays où les relations personnelles et le concept de wasta, l'influence par les relations, étaient plus importants que les contrats écrits. Adrien parlait couramment le français avec un léger accent qu'il expliquait par ses origines libanaises. Ses connaissances de la culture française et arabe semblaient impressionnamment authentiques. Les premiers appels vidéo ne firent que confirmer ce que Camille ressentait déjà. Adrien était un homme séduisant avec des yeux noirs et un sourire charmant. Il lui montrait des visites virtuelles de son prétendu bureau dans le Centre financier international de Dubaï, DIFC, et de son appartement terrasse donnant sur le Burj Khalifa. L'arrière-plan était convaincant. Des bâtiments de verre modernes, le trafic caractéristique de Dubaï et les bruits occasionnels de la métropole animée. Ce que Camille ignorait, ces visites virtuelles étaient des enregistrements soigneusement mis en scène depuis un espace de bureau loué et Adrien vivait en réalité dans une colocation surpeuplée à Deira, l'un des quartiers plus anciens et moins chers de Dubaï. La phase romantique de leur relation en ligne se déroula comme une danse parfaitement chorégraphiée. Adrien lui envoyait quotidiennement des photos de lieux exotiques des Émirats, les dunes du désert de Liwa, les mosquées d'Abu Dhabi, les souks traditionnels de Sharjah. Il lui expliquait l'histoire de ces lieux avec une connaissance détaillée que seul un local pouvait posséder. Il lui racontait le développement rapide de Dubaï, passé d'un petit village de pêcheurs à un centre économique mondial en seulement 50 ans, la vision de Cheikh Rachid et comment la découverte du pétrole avait changé le destin de la région. Adrien était particulièrement habile à reconnaître et à amplifier les désirs de Camille. Quand elle lui raconta son enfance, où elle rêvait de contes orientaux et des 1001 nuits, il commença à peindre un tableau de leur avenir commun à Dubaï. Il décrivit comment ils se promèneraient ensemble dans les marchés d'or, comment elle expérimenterait l'hospitalité chaleureuse de la culture arabe et comment son sens des affaires français compléterait parfaitement ses connexions locales. Ses plans d'avenir n'étaient pas abstraits. Adrien lui présenta des plans d'affaires détaillés, des offres immobilières et même des informations sur les visas. Après 10 mois de communication en ligne intense, Adrien fit le pas décisif. Il déclara qu'il voulait l'épouser et qu'ils pourraient commencer une nouvelle vie ensemble à Dubaï. Le romantisme de ces mots était accablant. « Camille, mon amour, tu es le cadeau que j'ai attendu toute ma vie. Ici, dans la culture arabe, nous disons « sabr wa salah ». La patience apporte le succès. Ma patience m'a mené à toi. Les plans de mariage évoluèrent rapidement vers des étapes concrètes. Adrien lui expliqua le processus de mariage aux EEE, qui nécessitait d'abord une cérémonie civile, suivie d'une cérémonie religieuse selon les rites français ou libanais, si elle le souhaitait. Ce qui toucha particulièrement Camille fut la compréhension d'Adrien de sa situation financière. En tant que femme divorcée avec des économies modestes, elle était prudente avec son argent, mais Adrien l'assura que la vie à Dubaï,
avec des revenus non imposables, pourrait être beaucoup plus lucrative qu'en France. Les premières petites demandes financières furent subtiles et apparemment logiques. Adrien mentionna avec désinvolture qu'il avait des difficultés avec un jour férié bancaire aux EE et qu'il avait besoin de liquidités à court terme pour une transaction commerciale importante. C'était 3 000 €, une somme qu'il lui rembourserait dans la semaine, une fois que ses partenaires commerciaux auraient effectué leur paiement. Camille hésita d'abord, mais les explications d'Adrien sur le système bancaire émirati sonnaient plausibles. Lorsque le remboursement fut effectivement effectué à temps, Camille sentit que sa confiance était justifiée. Adrien avait tenu parole. Cette première transaction réussie posa les bases de la manipulation systématique qui allait s'intensifier au cours des mois suivants. 12 mois après leur premier contact, Camille Laurent était assise dans un Airbus A380 d'Emirates qui venait de décoller de l'aéroport Charles de Gaulle. Dans 7 heures, elle rencontrerait enfin l'homme qui avait complètement changé sa vie. Sa meilleure amie, Chloé Dubois, avait essayé de la dissuader de ce voyage jusqu'à la dernière minute, mais Camille était déterminée. Adrien avait tout organisé à la perfection. Le visa, les billets d'avion, même un itinéraire détaillé pour ses 2 premières semaines à Dubaï. Le voyage se déroula initialement exactement comme Adrien l'avait promis. Il l'attendait à l'aéroport international de Dubaï avec un bouquet de roses rouges et portait une élégante kandoura, la tenue blanche traditionnelle portée par les hommes émiratis. Son étreinte lui sembla familière, même s'ils se rencontraient en personne pour la première fois. Adrien parla au personnel de l'aéroport en arabe et la guida sans effort à travers les foules et la bureaucratie compliquée de l'aéroport. Camille fut impressionnée par son autorité et son statut évident. L'hôtel qu'Adrien avait choisi pour elle se trouvait à Downtown Dubaï et offrait des vues spectaculaires sur le Burj Khalifa. Du 42e étage, Camille pouvait admirer les gratte-ciel du quartier financier se mêlant aux souks traditionnels et aux centres commerciaux modernes, une combinaison fascinante de tradition et de modernité. Adrien lui expliqua fièrement l'histoire de Dubaï, comment elle avait évolué d'un petit port de commerce à l'un des centres économiques les plus importants du monde. Les premiers jours furent comme un conte de fées. Adrien la guida à travers le quartier historique d'Al-Fahidi, où l'architecture arabe traditionnelle était encore vivante. À la mosquée de Jumeirah, qui est également ouverte aux non-musulmans, il lui expliqua l'histoire religieuse et culturelle complexe des Émirats. Le pays était musulman, mais étonnamment cosmopolite, avec des expatriés du monde entier autorisés à pratiquer leur propre religion. Ce qui impressionna particulièrement Camille, c'était la manière dont Adrien interagissait avec sa prétendue famille. Il lui présenta sa tante Yasmine, une femme aimable d'une 60aine d'années, qui dirigeait soi-disant un petit commerce de textiles à Dubaï. Yasmine ne parlait qu'un français approximatif, mais sa chaleur et son hospitalité étaient accablantes. Elle prépara des plats traditionnels libanais, tabouleh, kibeh, fatouche, et raconta des histoires sur l'enfance d'Adrien. Camille n'avait aucune idée que Yasmine était une actrice payée qui jouait ce rôle pour les différentes petites amies étrangères d'Adrien. Le côté professionnel de la vie d'Adrien était tout aussi impressionnant. Il lui montra des immeubles de bureaux modernes dans le DIFC et Dubaï Marina et expliqua la dynamique de l'économie émiratie. Son entreprise immobilière, disait-il, était spécialisée dans le commerce entre l'Europe et les EAE, des investisseurs français achetant des propriétés à Dubaï et des hommes d'affaires émiratis investissant dans des projets européens. Les bureaux qu'il lui montra étaient en effet loués, mais seulement pour la durée de sa visite. Adrien était un maître pour renforcer les rêves de Camille et dissiper ses peurs. Lorsqu'elle exprima des inquiétudes concernant la sécurité, elle avait entendu des histoires d'étrangers ayant des ennuis judiciaires à Dubaï, il lui montra les zones les plus sûres et les plus aisées. À Emirates Hills et Palm Jumeirah, elle vit des villas luxueuses, des parcs bien entretenus et du personnel de sécurité à chaque coin de rue.
Adrien lui expliqua le système de compound, où les familles d'expatriés fortunés vivaient dans des complexes résidentiels surveillés. Pour quelqu'un dans sa situation financière, lui assura-t-il, une vie sûre et confortable était garantie. Les gestes romantiques étaient constants et bien calculés. Adrien organisa un safari privé dans le désert, au coucher du soleil, où le ciel brillait dans des teintes spectaculaires d'orange et de rouge. Il l'emmena dans des restaurants cachés des souks de l'or et des épices, où elle découvrit les traditions culinaires du Moyen-Orient. Chaque expérience était accompagnée d'histoires personnelles et d'explications culturelles, qui donnaient à Camille l'impression d'être introduite dans un monde riche et complexe. Les discussions financières commencèrent subtilement, mais systématiquement. Adrien lui montra des offres de propriété dans des zones en plein essor, en dehors de Dubaï. Des appartements modernes à Sharjah, surplombant la corniche, des villas de plage à Ajman, des opportunités d'affaires dans les zones franches de Ras Al Khaimah. Les prix semblaient incroyablement bas par rapport à la France, et Adrien semblait avoir des informations d'initié sur les meilleures opportunités d'investissement. À la fin des 2 semaines, Camille était complètement convaincue. Adrien avait dissipé tous les doutes et renforcé tous les rêves. Dubaï n'était pas le pays strict et restrictif qu'elle avait imaginé, mais une terre pleine d'opportunités pour quelqu'un avec son éducation européenne et ses ressources financières. Adrien parlait déjà de leur mariage et de leur avenir commun en tant que partenaires commerciaux et conjoints. Les adieux à l'aéroport furent larmoyants, mais pleins de promesses. Adrien l'assura que ce n'était que le début. Pendant qu'elle s'occuperait des formalités de visa en France, il préparerait tout pour son déménagement permanent. Camille retourna en France avec la ferme décision de renoncer à sa vie et de recommencer à Dubaï. Ce qu'elle ignorait, Adrien avait déjà contacté sa prochaine petite amie, une veuve solitaire de Belgique nommée Sophie, qu'il manipulait en parallèle à Camille depuis des mois. De retour dans son appartement français, tout semblait gris et insignifiant. Camille Laurent ne pouvait s'empêcher de penser aux soirées chaudes à Dubaï, à l'animation des souks et surtout à Adrien, qui lui écrivait au moins 10 fois par jour. La réalité de son quotidien en France, la pluie de novembre, la routine sans émotion de son travail à l'hôpital Saint-Antoine, les conversations stériles avec ses collègues, lui sembla soudain être une vie en noir et blanc après un film aux couleurs éclatantes. Adrien était un maître pour intensifier ce désir ardent. Ses messages quotidiens étaient pleins de vie et de chaleur. Il lui envoyait des photos du lever du soleil sur la Dubaï Marina, des vidéos de musiciens de rue dans les souks, des plans de la vie vibrante des marchés. Chaque message se terminait par des variations de « Je compte les jours jusqu'à ton retour »,« Mon amour » ou « Ton véritable foyer t'attend ici ». Ce renforcement émotionnel constant maintenait la motivation de Camille à son apogée, tandis qu'elle démantelait systématiquement sa vie française. Les conversations avec sa meilleure amie, Chloé Dubois, devinrent de plus en plus tendues. Chloé avait exprimé des doutes sur la romance en ligne dès le début, mais après le retour de Camille de Dubaï, son inquiétude se transforma en alarme ouverte. « Camille, je te connais depuis 25 ans, » dit Chloé lors d'un café dans leur café préféré. « Tu as toujours été prudente avec l'argent, toujours raisonnable. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles de vendre ton appartement, de quitter ton travail pour un homme que tu connais depuis 1 an ?» Camille essaya d'expliquer ce que Chloé ne pouvait pas comprendre. Adrien n'était pas un arnaqueur d'Internet ordinaire. Elle l'avait rencontré, avait rencontré sa famille, avait vu ses affaires. La façon dont il interagissait avec les gens dans la rue, comment il expliquait l'histoire complexe des Émirats, rien de tout cela ne pouvait être une mascarade. Les demandes financières s'intensifièrent systématiquement, mais chacune était accompagnée d'un récit convaincant. Un contrat du siècle avec un investisseur chinois nécessitait des liquidités à court terme. Une propriété dans le quartier prometteur de Dubaï Sud était en vente, mais seulement pour une durée limitée. Un contact politique à Abu Dhabi pouvait leur fournir des informations d'initiés sur des projets d'infrastructures planifiés, mais uniquement contre des honoraires de consultation.
Chaque demande était accompagnée d'explications détaillées sur le monde des affaires aux EE, qui est effectivement souvent régi par les relations personnelles et les accords informels. Camille commença à transférer systématiquement ses économies. Son assurance vie, qu'elle avait souscrite après le divorce, fut résiliée prématurément. L'héritage de sa grand-mère, qu'elle avait mis de côté pour les mauvais jours, trouva son chemin vers des comptes émiratis. Son appartement fut mis en vente. À chaque virement, Adrien devenait plus émotif et romantique. « Tu n'investis pas seulement dans nos affaires », lui écrivit-il. « Tu investis dans notre amour, dans notre vie ensemble. Chaque euro que tu envoies est une preuve de ta confiance en nous. » Les formalités de visa s'avérèrent de plus compliquées que prévu. Adrien lui expliqua que la manière la plus simple d'obtenir la résidence permanente aux EAE était d'épouser un citoyen ou un résident. Mais le processus exigeait divers documents et frais. Un avocat spécialisé à Dubaï, un ami de la famille, pourrait accélérer le processus, mais ces services engendraient des coûts supplémentaires. Camille paya volontiers, car elle voulait retourner auprès d'Adrien le plus vite possible. Ce que Camille ignorait, Adrien intensifiait son opération avec au moins 3 autres femmes. Sophie Bernard de Bruxelles avait déjà été manipulée au point de vendre sa pension et de transférer 95 000 €. Une veuve italienne nommée Giulia prévoyait également de déménager à Dubaï. Les adieux à sa vie française se firent plus rapidement que Camille ne l'avait prévu. Son appartement fut vendu en 8 semaines. Ses collègues de l'hôpital organisèrent une fête de départ qui exprimait plus d'étonnement que de joie. Personne ne pouvait comprendre pourquoi une femme sensée comme Camille abandonnerait sa vie stable pour une aventure dans un pays lointain. Chloé fut la seule à exprimer ouvertement ses inquiétudes, mais même elle dut admettre que Camille semblait déterminée et heureuse. La veille de son départ, Camille était assise dans son appartement maintenant vide, regardant une dernière fois sa ville natale. Dans quelques heures, elle serait dans l'avion, laissant derrière elle son ancienne vie pour toujours. Adrien lui avait promis que ce serait le début du chapitre le plus heureux de sa vie. Ce qu'elle ignorait, il planifiait déjà comment il allait systématiquement couper toutes ses voies d'évasion dès qu'elle atterrirait sur le sol émirati. Sa deuxième arrivée à l'aéroport international de Dubaï fut totalement différente de la première. Camille Laurent se tenait dans la chaleur étouffante de Dubaï avec 2 grosses valises et un billet aller simple en main. Mais cette fois, Adrien n'était pas là pour la chercher. À la place, un jeune homme nommé Karim Benali, qui se présenta comme le partenaire commercial d'Adrien et parlait un français hésitant, l'attendait. Adrien était à Abu Dhabi pour des affaires urgentes, expliqua Karim, mais il serait de retour le lendemain. Le trajet à travers Dubaï révéla un côté de la ville que Camille n'avait pas vu lors de sa première visite. Au lieu des rues bien entretenues de downtown Dubaï, Karim conduisit à travers des quartiers surpeuplés où des ouvriers du bâtiment étaient assis dans des bus bondés et des vendeurs de rue vendaient leurs marchandises entre les voitures. L'air était rempli de l'odeur d'échappement diesel, de viande grillée et d'égouts ouverts. Karim expliqua avec désinvolture qu'il y avait un petit détour vers l'appartement car les routes principales étaient fermées pour cause de travaux. L'appartement qu'Adrien était censé avoir loué pour elle ne se trouvait pas dans le luxueux compound de Dubaï Marina qu'il lui avait montré, mais dans un immeuble délabré à Deira. « Solution temporaire », expliqua rapidement Karim, voyant l'expression horrifiée sur le visage de Camille. Adrien avait eu des problèmes avec le propriétaire initial, un malentendu émirati typique sur les détails du contrat. Le nouvel appartement n'était que pour quelques semaines, jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose de mieux. L'appartement lui-même fut un choc. L'ascenseur ne fonctionnait pas, et elle dut monter ses lourdes valises sur 6 étages. L'appartement de 2 pièces était meublé de manière spartiate avec des meubles bon marché. La climatisation ne fonctionnait que par intermittence, et l'eau des robinets avait une couleur brunâtre. Karim l'assura que c'était normal à Dubaï. Le système d'eau dans les bâtiments plus anciens était vieux, mais totalement sûr. Lorsque Camille demanda le Wi-Fi promis, il haussa les épaules.
Internet était un problème dans cet immeuble, mais Adrien le résoudrait demain. Adrien se présenta effectivement le lendemain, mais il semblait plus distant qu'à leur première rencontre. Ses explications sur la situation du logement sonnaient hâtives et décousues. Le marché immobilier à Dubaï était très volatile, expliqua-t-il, et les investisseurs étrangers étaient souvent trompés. Il valait mieux prendre leur temps et trouver le bon appartement plutôt que d'agir précipitamment. Les premières semaines se transformèrent en une série de déceptions et de promesses reportées. L'enregistrement commercial de leur entreprise commune fut retardé en raison de complications bureaucratiques. Adrien lui expliqua le système complexe des autorités émiraties où différents bureaux étaient responsables de différents aspects. Ce qui inquiéta particulièrement Camille fut son isolement croissant. Adrien était rarement disponible, toujours occupé par des affaires urgentes. Les rencontres promises avec d'autres expatriés français n'eurent jamais lieu. Ces tentatives d'explorer seule la ville furent contrecarrées par les préoccupations de sécurité d'Adrien. Dubaï était dangereuse pour les femmes étrangères voyageant seules, surtout dans les zones où elles vivaient. Sans Internet et avec une connaissance limitée de la langue arabe, Camille devint entièrement dépendante d'Adrien et de son réseau. Les demandes financières devinrent plus agressives et fréquentes. Adrien présentait constamment de nouvelles opportunités d'investissement qui nécessitaient des liquidités immédiates. Un terrain à Ras Al Khaimah qui devait être acheté par le gouvernement pour des projets d'infrastructure. Un partenariat avec une entreprise indienne qui exploitait des centres d'appel émiratis. Alors que l'argent de Camille diminuait, le comportement d'Adrien changea radicalement. Les gestes romantiques disparurent, et il devint de plus en plus impatient avec ses questions et ses inquiétudes. Lorsqu'elle mentionna prudemment qu'elle aimerait avoir plus de contrôle sur leurs finances communes, il explosa pour la première fois. « Tu ne comprends pas comment les affaires fonctionnent ici ?» lui cria-t-il. « En France, vous pouvez tout contrôler et planifier, mais ici, tu dois avoir confiance. Sans confiance, tu ne peux rien accomplir aux Émirats. » La désillusion arriva par vagues. Camille découvrit que la prétendue tante Yasmine, qui l'avait accueillie si chaleureusement, n'était pas vraiment une parente, mais une voisine payée pour jouer le rôle. Elle fit cette découverte par hasard lorsqu'elle croisa Yasmine dans la rue et que celle-ci ne la reconnut pas. Lorsque Camille confronta Adrien à ce sujet, il le minimisa en parlant d'un malentendu culturel. Aux Émirats, les amis proches étaient souvent désignés comme la famille. Le réseau social qu'Adrien lui avait présenté commença à se révéler être une façade. Après 6 semaines, ils durent déménager dans un appartement encore moins cher à International City, prétendument parce que le propriétaire ne voulait pas renouveler le bail. Ce nouvel appartement était encore plus minable, un studio dans un immeuble principalement occupé par des ouvriers du bâtiment. Le système Kafala, le système de parrainage émirati, devint l'outil de contrôle le plus puissant d'Adrien. Il expliqua à Camille qu'en tant que sa future épouse, elle était sous son statut de parrainage et qu'il était légalement responsable d'elle. Il confisqua son passeport pour la sécurité, car le vol de documents d'identité était un problème majeur à Dubaï. Il contrôla sa communication avec la France, affirmant que les appels internationaux étaient trop chers. Les tentatives de Camille pour contacter Chloé ou d'autres amis furent systématiquement sabotées. Après 4 mois à Dubaï, le rêve de Camille s'était transformé en cauchemar. Son argent était presque épuisé. Elle vivait dans un appartement délabré dans un quartier dangereux. L'homme qu'elle aimait s'était transformé en un étranger contrôlant. Ce qui avait commencé comme une aventure romantique était devenu un processus systématique d'exploitation et de contrôle. Mais ce n'était que le début. Les 5 années suivantes montreraient à quel point l'enfer pouvait être profond. Après 1 an à Dubaï, la situation de Camille était passée de mauvaise à désespérée. Adrien l'avait emmenée dans un compound isolé à Al Quoz. Techniquement un complexe résidentiel sûr, mais en réalité une prison. Le compound était entouré de hauts murs, avec du personnel de sécurité censé protéger les résidents, mais qui en réalité surveillait les mouvements de Camille.
Adrien avait expliqué au personnel de sécurité que sa fiancée française avait des problèmes psychologiques et n'était pas autorisée à quitter les lieux sans surveillance. Cette histoire, combinée à de généreux pots de vin, transforma les gardes de protecteurs en geôliers. L'isolement fut encore renforcé par la structure de la société émirassie. Des millions d'expatriés vivaient à Dubaï, mais les différentes nationalités et couches sociales interagissaient rarement. Les expatriés occidentaux fortunés vivaient dans leurs villas et complexes de luxe. Les travailleurs migrants d'Asie du Sud vivaient dans des logements surpeuplés en périphérie de la ville. Camille se retrouva dans un no man's land, trop pauvre pour les cercles d'expatriés, trop occidental pour les communautés de travailleurs et surtout sans statut légal, car son visa était lié au parrainage d'Adrien. Le système Kafala s'avéra être l'outil de contrôle parfait. En tant que prétendu fiancé d'Adrien, Camille n'avait pas de droit de résidence indépendant. Sans son consentement, elle ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire, accepter un emploi, ni même souscrire un contrat de téléphone portable. Adrien exploita systématiquement cette dépendance absolue. Il menaçait régulièrement de révoquer son parrainage, ce qui signifierait son expulsion immédiate, mais sans argent pour un billet d'avion et avec son passeport confisqué, elle se retrouverait dans des limbes bureaucratiques, potentiellement en centre de détention. Les demandes financières avaient depuis longtemps cessé d'être des demandes. Adrien exigeait désormais ouvertement de l'argent, et lorsque les ressources de Camille furent épuisées, il la força à appeler sa famille en France. Sous sa surveillance, il écoutait chaque mot, elle dut appeler sa mère et demander 15 000 € prétendument pour un traitement médical d'urgence à Dubaï. Sa mère, inquiète pour sa fille, transféra l'argent. Il disparut immédiatement dans les comptes d'Adrien. Chloé Dubois avait entre-temps presque complètement perdu le contact avec Camille. Les quelques emails qui passaient étaient manifestement écrits sous contrainte, courts, superficiels, avec des formulations étranges. Chloé alerta l'ambassade de France à Abu Dhabi, mais les options consulaires étaient limitées. Tant que Camille vivait officiellement, volontairement à Dubaï et ne déposait pas de plainte formelle, les autorités ne pouvaient pas faire grand-chose. La manipulation psychologique atteignit de nouveaux sommets. Adrien alternait entre violence et affection feinte, maintenant Camille dans un état constant de confusion et de peur. Il l'accusa d'ingratitude pour tout ce qu'il avait prétendument fait pour elle et lui rappela que sans lui, elle serait perdue à Dubaï. En même temps, il promettait que tout irait bien à nouveau si elle coopérait et lui faisait confiance. La vie dans le compound suivait un rythme étrangement monotone. Camille passait ses journées dans l'appartement étouffant, incapable de sortir, incapable de travailler, incapable de fuir. Les autres résidents du compound, principalement des travailleurs d'Asie du Sud et quelques familles arabes plus pauvres, parlaient à peine anglais ou français. Les quelques tentatives de chercher de l'aide échouèrent en raison des barrières linguistiques et des malentendus culturels. Après 2 ans, Adrien commença à louer Camille. Il s'arrangea pour qu'elle travaille comme domestique non rémunérée pour ses partenaires commerciaux. Nettoyage, cuisine, garde d'enfants. Ce n'était pas seulement de l'exploitation financière, mais aussi une forme d'humiliation. Camille, infirmière qualifiée avec un diplôme universitaire, fut dégradée au statut de femme de chambre. Le travail se déroulait dans différents appartements à Dubaï, toujours sous la supervision du réseau d'Adrien. Les menaces devinrent plus spécifiques et terrifiantes. Adrien expliqua à Camille qu'il avait des documents prouvant qu'elle avait introduit illégalement de l'argent au EE et avait fraudé le fisc. Dans un pays où les systèmes juridiques étaient souvent opaques et où les étrangers bénéficiaient de peu de protection, ces menaces semblaient crédibles. Il connaissait des policiers, affirma-t-il, et avait des liens avec l'autorité d'immigration. Si elle causait des problèmes, elle pourrait se retrouver en détention émirassie, un sort qu'elle craignait plus que tout. Camille apprit également l'existence d'autres victimes. Karim, le prétendu partenaire commercial, laissa échapper une fois, lors d'une dispute que la Belge avait causé des problèmes similaires
et avait dû être renvoyée. Sophie Bernard de Bruxelles avait effectivement subi un sort similaire, mais s'était effondrée après 3 ans et était revenue en Europe dans un état désolé. Les années passèrent dans un brouillard de peur, d'isolement et de désespoir. Année 3, année 4, toute tentative d'évasion fut étouffée dans l'œuf. Chaque lueur d'espoir fut détruite par le système de contrôle d'Adrien. Camille développa des problèmes de santé. Insomnie chronique, anxiété, dépression. Mais l'aide médicale était inaccessible sans le consentement et l'argent d'Adrien. Au bout de la 5e année, Camille avait presque perdu toute volonté de vivre. Elle avait 46 ans, mais se sentait comme 70. Sa vie en France, le travail à l'hôpital, les amitiés, la liberté, lui semblaient être un rêve d'une autre vie. Elle avait cessé d'espérer qu'un sauvetage soit possible. Mais parfois, l'aide vient des directions les plus inattendues. Le sauvetage arriva par un enchaînement de coïncidences que Camille appellerait plus tard un miracle. Marion Prévost, une avocate française vivant à Dubaï depuis 15 ans et dirigeant une organisation d'aide aux femmes étrangères en détresse, avait été informée du cas de Camille par ses contacts à l'ambassade de France. Marion connaissait le système. Elle savait comment des escrocs comme Adrien opéraient et comment ils isolaient leurs victimes. Plus encore, elle connaissait les faiblesses du système et comment les exploiter. L'approche de Marion fut méthodique et patiente. Au lieu de chercher une confrontation directe, elle commença à surveiller discrètement le réseau d'Adrien. Elle savait que les hommes comme lui opéraient rarement seuls et que leurs opérations avaient des vulnérabilités. Grâce à ses contacts avec la police locale, tous les officiers n'étaient pas corrompus, elle apprit qu'Adrien avait été remarqué à plusieurs reprises en relation avec des fraudes contre des femmes étrangères, mais n'avait jamais été condamné. La percée se produisit lorsque Marion confronta Karim Ben Ali dans un café à Bourg-Dubaï. Le jeune homme était nerveux et inexpérimenté par rapport à son partenaire plus âgé. Sous la pression, il craqua et avoua non seulement la situation de Camille, mais révéla également des détails sur d'autres victimes. Sophie Bernard de Bruxelles était effectivement toujours détenue dans une situation similaire à Sharjah. Une nouvelle Française nommée Mathilde Fischer était déjà en route pour Dubaï, ignorant le destin qui l'attendait. Avec l'aveu de Karim et la preuve d'un schéma d'exploitation systématique, Marion put enfin faire agir les autorités. L'intervention combinée de l'ambassade de France, du département d'enquête criminelle, de la police de Dubaï et de l'organisation de Marion conduisit à une action coordonnée. Un jeudi matin étouffant, des policiers encerclèrent le compound à Al-Quoz, juste au moment où Adrien s'apprêtait à escorter Camille à un rendez-vous d'affaires. Le sauvetage fut chaotique et confus. Adrien essaya d'abord de contrôler la situation en expliquant aux officiers que Camille était sa fiancée malade mentale qui avait des hallucinations. Mais la présence de Marion et les documents qu'elle avait apportés démasquèrent ce mensonge. Quand Camille entendit Marion parler français, elle fondit en larmes. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un parlait sa langue et croyait son histoire. Adrien fut arrêté, non pas pour enlèvement ou extorsion, mais pour les accusations plus techniques de fraude de visa et de blanchiment d'argent. Le système juridique émirati était complexe, et des accusations plus graves auraient pu prendre des années à être prouvées. Adrien connaissait le système et avait des avocats qui savaient comment prolonger les procédures. 3 jours après son arrestation, il était libre sous caution. Le retour de Camille en France fut un cauchemar bureaucratique. Son passeport lui avait été rendu, mais sa situation financière était catastrophique. Presque toutes ses économies, plus de 140 000 €, avaient disparu, transférés sur des comptes qui n'existaient plus ou qui étaient enregistrés sous des noms qui se révélèrent fictifs. L'ambassade de France put lui accorder un prêt d'urgence pour le billet d'avion, mais récupérer ses pertes était pratiquement impossible. Le retour fut amer. Camille n'avait plus d'appartement, plus de travail et pratiquement plus d'argent. Chloé l'accueillit à bras ouverts, mais aussi avec un douloureux « je te l'avais dit ». L'humiliation était presque